merci Centre d'Art Muségal encore pour cette invitation. Merci à Magali et Pascal pour d'avoir accepté aussi faire cette discussion avec moi, et merci à vous pour votre présence. C'est formidable. Donc, je vais rapidement parler de l'exposition, mais je soupçonne que vous l'avez déjà vue. C'est une exposition, en fait, officiellement, j'ai commencé ce projet en 2017, mais je pense qu'il y en avait plusieurs envies et plusieurs aussi bases de ce projet qui étaient déjà là, et donc qui est sur la question de la diaspora iranienne de Californie du Sud, qui est encore aujourd'hui la plus grande diaspora iranienne, on peut dire qu'en fait cette vague d'immigration des Iraniens a commencé après la révolution de 79, qui est vraiment un moment pivot dans l'histoire de l'Iran. Parce que pour moi, cette révolution qui est en crise vis-à-vis de modernité iranienne a partagé la vie des Iraniens de plusieurs manières. Et aussi, on parle toujours de avant et après. Donc, on a tout d'un coup créé ces termes et ces dualités qui viennent avec cette question de la révolution. Donc, la question de la diaspora, c'est important aujourd'hui parce que non seulement parce que cette diaspora, c'est la plus grande diaspora, mais c'est aussi parce que moi, j'aimerais bien, à travers de cette question, parler de l'état diasporique qui est pas spécifique en fait, à des Iraniens extérieurs, mais qui peut être aussi quelque chose qu'on peut discuter plus tard, des Iraniens intérieurs. Donc, cette exposition pense à l'état diasporique à travers de plusieurs choses. Ça commence par paysage urbain, qui est quelque chose, un élément important dans mon travail, dans ma pratique artistique. Et par ailleurs, il y en a aussi des livres des anciens projets que j'ai faits que je vous invite à regarder, notamment le livre qui s'appelle Au bas fragile, c'est sur un travail de la ville de Téhéran, donc qui est aussi qui a un lien assez fort avec ce projet. Et donc le paysage, pour moi, c'est un élément médiateur que j'utilise pour réunir plusieurs matériels comme texte, images ou son pour parler d'un sujet spécifique sur la culture iranienne. Donc ici aussi, on a des paysages de Los Angeles et Californie du Sud qui sont censés construire un décor de cette ville imaginaire qui s'appelle Téhéran-Angeles. Téhéran-Angeles, bien sûr, c'est un quartier qui existe, mais finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la diaspora, en fait, Téhéran-Angeles, ça existe vraiment, donc c'est une question à poser. Et après, on a en intermédiaire des portraits qui sont présentés en double, et finalement, la culture et la musique populaire comme un élément spécifique à cette diaspora, parce que les acteurs de la musique populaire iranienne, ils sont tous immigrés aux États-Unis, mais particulièrement, ils se sont situés à Los Angeles, et qui est aussi une question intéressante. Pourquoi Los Angeles? Et finalement, on a, avec ce projet, moi j'espère, je tente de voyager de l'espace réel, qui est le paysage, à un espace imaginaire, mais aussi poser des questions sur la culture iranienne et sur la culture populaire, et notamment cette musique qui est méprisée et détestée par les intellectuels iraniens, mais en même temps tout le monde en écoute, et dès qu'il y a la musique qui est diffusée dans l'espace, les corps commencent à bouger. Donc, et voilà, je pense que c'est aussi une question qu'on peut développer. Pourquoi cet élément, on le déteste, et je pense que ça révèle pas mal de choses. Donc peut-être ce serait bien qu'on discute. C'est plus... Oui, quand on a commencé à préparer un petit peu la discussion, tu as dit que tu voulais parler du paysage urbain, mais moi je sais que par ailleurs, tu as fait un autre travail récemment sur le regard sur le Grand Paris, où
avec Benoît Grimbert, c'est un travail aussi d'exploration d'une ville peut-être qui n'est ni Los Angeles ni Téhéran, et pour nous peut-être plus proche, mais qui suivait un peu le même protocole que celui que tu appliques dans ton travail. Et c'est aussi la manière dont tu rentres dans la ville, dont tu la parcours, qui peut être intéressant, de dire comment toi tu construis ce paysage urbain, comment tu fais. Dans 2 ou 3 choses, qui est le titre du projet fait avec Benoît Grimbert, vous avez suivi des gens dans la rue, dans leur trajet quotidien. Quelque chose de très simple, en fait, des gens qui sont étudiants, donc ils font un peu tout le temps les mêmes parcours, et nous, on connaît ça bien sûr tous les jours. Ça explique aussi un petit peu la manière dont tu as pris Los Angeles ou Téhéran. C'est dans pas dans le côté extraordinaire de la ville, ou peut-être le plus spectaculaire, même s'il y a des choses surprenantes comme la citadelle, qui est une espèce de monument extraordinaire qui est en fait un centre commercial. Donc il y a parfois des choses à l'américaine qui sont étonnantes. Mais est-ce que tu pourrais parler de la façon dont tu rentres dans la ville, parce que les premières images aussi dans l'exposition, c'est tes arrivées sur place. Et comment est-ce que tu fais ça ? Je pense que c'est aussi une histoire d'une approche du regard qui me semble importante. Oui, en effet, je pense que c'est une remarque très juste pour parler aussi de ce projet de Grand Paris qui va être bientôt exposé. Donc, en fait, c'est aussi une approche photographique que je partage justement avec Benoît Grimbert. C'est pour ça que c'est devenu possible à travailler avec lui sur ce projet qui est une représentation ordinaire en fait, un paysage urbain, on peut dire, ordinaire. Et pour moi, c'était une question que j'ai développée notamment à partir de projets que j'ai fait sur la ville de Téhéran. Parce qu'avant, je travaillais sur les paysages urbains, mais il y avait un côté métaphorique de paysage. Puisque à partir de projets de Téhéran, c'est devenu en fait une forme documentaire, mais que voilà, j'aimerais bien appeler une forme plutôt métonymique versus métaphorique, qui est à partir de justement ce genre de représentation qui est ordinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout en fait, des éléments anecdotiques ou des éléments qui va diriger le regard vers tel ou tel propos. Qu'on voit un certain, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire dans la construction de paysages, que, par exemple dans le cas de... par ailleurs, c'est très différent en fait la manière que j'ai photographié ces 3 projets, parce que la ville de Téhéran, c'est à la chambre. Donc, il y a quand même une temporalité vis-à-vis de construction de l'image qui est différente. Et que 2 ou 3 choses, c'est numérique, parce qu'il y avait ce côté de marche, et donc il fallait un outil qui nous permet à suivre les étudiants. Et après, Los Angeles, c'est un moyen format qui est encore différent, parce que c'est beaucoup plus mobile. Mais finalement, le but dans les 3, c'était ça. C'était de construire ce paysage qui évoque pas au premier regard certains propos très forts, mais qui nous permet à vraiment regarder doucement et rentrer dedans. Dans 2 ou 3 choses, en fait, juste la différence, c'est qu'on a quand même ce rapport avec les étudiants. Il y a des distances différentes. Mais dans le travail sur Téhéran et Los Angeles, la distance, vraiment, c'est en fait... c'est très très important, ce que je fais finalement dans le choix et sélection des images, que je vire en fait les images qui respectent pas en fait cette distance. C'est que ça, pour moi, c'est à construire un espace et un décor qu'après je peux introduire d'autres objets, et donc du coup c'est nécessaire d'avoir en fait une certaine construction, et non pas. Et dans le cas par exemple de Los Angeles, on voit tous ces éléments qui viennent de portraits ou musique, ou l'objet d'archives qui vient rajouter. Donc c'est tout d'un coup, le paysage est
porteur en fait, de tous ces éléments. Donc, on sait que c'est de ce territoire, on sait que c'est un décor, parce qu'en même temps, c'est des paysages qui viennent d'une tradition de la photographie américaine des années 70. Donc, il y a le côté décor. Et pour le travail sur Californie, c'était très bienvenu parce qu'on était près de Hollywood. Donc, ce décor, ça me permet à rentrer dans donner d'autres éléments pour qu'on parlait des sujets très spécifiques sur la culture iranienne. Et ici, dans ce cas, c'est la culture populaire. Tu parles de ce décor et tu dis que tu m'as raconté tout à l'heure que quand tu étais en voiture, parce que Los Angeles c'est une ville où on se déplace en voiture principalement, on est obligé de traverser des zones pavillonnaires, des blocs qui sont très éloignés des points parfois qu'on veut atteindre. Et tu disais, je t'ai demandé comment est-ce que tu as trouvé en fait les endroits qui était pour toi, ça y est, le moment où tu étais dans Téhéran Gelas? Comment tu les reconnaissais et comment tu faisais? Et tu m'as dit, ah mais j'étais en voiture et tout d'un coup, hop, je voyais, c'était écrit en farsi, je disais, allez, on s'arrête là maintenant. Et donc, il y avait c'était un peu une sérendipité, le hasard qui faisait qu'on arrivait à certains endroits. Certains qui t'évoquaient quelque chose, tu parlais d'une place, d'un kebab, qui a le nom d'une place très évocatrice. Et c'est vrai que tu avais un regard quand même très, très sélectif sur la ville où tu repérais des choses bien précises. Donc ça, c'est ton décor, mais il y a aussi des gens qui accompagnent chacune de ces images. On a donc ces images donc, qui sont des lieux très précis, mais à côté, vous avez remarqué, il y a à chaque fois 2 images qui sont mises un peu en décalage. On dirait un Polaroid, mais c'est pas du Polaroid, mais c'est un format carré qui rappelle un peu l'instantané. Qu'est-ce que c'est ces images? Comment ces personnages y rentrent dans ton décor? Oui, c'est en fait... Donc, par rapport à en fait, cette histoire de comment je faisais, qui n'était pas vraiment une bonne méthode, je veux dire, c'est assez dangereux de demander à quelqu'un de s'arrêter au milieu de la roue, mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais du coup, c'était cette histoire qui venait en fait de ce mythe de Téhéran Gelas, que tous les Iraniens parlent de Téhéran Gelas, c'est comme... Et on a cette impression que, alors, c'est comme un quartier construits de manière, comme par exemple aux États-Unis, on a Chinatown, qui sont vraiment construits de manière un peu aussi des décors, parce que c'est pas vraiment la Chine, mais au moins il y a des éléments pour donner en fait une impression de Chine. Et comme première fois que moi j'ai vu Téhéran Gelas, c'était pas vraiment, même au niveau décor, c'était tout simplement un quartier de Los Angeles, mais il y avait beaucoup de justement présence des business iraniens. Donc, tout passait justement par cette question de signe en farsi, pour moi, au départ. Après, plus que je fais recherche, je pense que c'est plus profond. Et en fait, j'aime toujours parler aussi des gens, mais portrait, c'est très problématique pour moi, dans le sens que je pense que la seule image de quelqu'un nécessite une histoire. Ça vient forcément, même si on ne met pas en fait une légende ou on ne raconte pas quelque chose, c'est quelque chose que la présence d'humain, ça forcément, ça vient avec. C'est aussi pourquoi les hommes sont aussi loin dans mes photos et tout le monde dit mais pourquoi il y a autant de distance? Parce que la présence humaine, c'est fort. Dans un paysage, dès qu'on a franchi une certaine distance, ça devient central. Et donc, portrait, c'est tout de suite ça. C'est toutes ces histoires, on se demande, c'est quoi l'histoire de cette personne? Et alors, c'est une Iranienne ou c'est un Iranien? Alors, comment? Donc, on attend ça. Et moi, je pensais que j'avais pas, en fait, il y avait ni dans mon intérêt, ni possible à raconter ces histoires subtiles, parce que finalement, on raconte une histoire, mais on pense qu'on a compris quelque chose, une vérité par rapport de cette personne, et qui vient aussi avec documentaire. Et donc, je voudrais pas donner cette,
je ne voudrais pas créer cette illusion. Donc, du coup, j'ai créé cette forme double qui permet aussi de casser ça. Mais aussi, c'est un peu cinématographique parce que c'est la question de temps qui s'impose. Quand on voit que l'autre a été pris genre quelques minutes plus tard. Et donc, on dit un personnage maintenant. C'est pas une personne, mais c'est un personnage, sans vraiment parler de son histoire. Et on peut le voir tel quel. Et ça peut être un Iranien. Et il y en a, en fait, je peux dire 90% des gens qu'on voit dans les photos, soit c'était des gens de ma famille, donc je connais très bien, soit c'est des gens que j'ai discuté longtemps avec, donc c'était pas genre prendre photo et partir. Mais il y en a des exceptions, des gens que, en fait, c'est le jeu que je pense que, notamment dans le quartier iranien, tout le monde fait, que quand les gens passent juste par leur apparence, c'est iranien ou c'est pas iranien. Et donc, et j'ai fait ce jeu, notamment c'est sur la photo de 3 personnes qui sont assises et qui regardent sur la plage et qui regardent en fait la mer. Et j'ai dit, mais ils sont des Iraniens, sans les entendre. J'en étais sûre, je ne sais pas. Et finalement, c'était le cas, mais peu importe, ça pouvait ne pas être en même temps. Mais en fait, c'était cette nécessité de je ne sais pas, ça vient quelque chose peut-être avec l'état d'être immigré quelque part, qu'on cherche le familier. Et c'est aussi par rapport de ce projet, je pense qu'il y en a, et même le projet de Téhéran, il y a quelque chose moi, dans les images qui ont une familiarité étrange. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, bonsoir. Tout d'abord, grand plaisir de vous retrouver et autour de Anna Darabi. Et on est entré dans le vif du sujet à travers la discussion qui s'est plus qu'ébauchée, puisque voilà, la structure de l'exposition est très claire. Et on a commencé logiquement par parler des photographies. Tu es artiste pratiquant la photographie. Mais c'est vrai que on entre dans l'exposition, on en reparlera, on entre dans l'exposition nimbée, accueillie par cette nappe, ces nappes de musique, qui qualifient vraiment l'expérience qu'on va faire dans le regard. Et puis donc, on perçoit des éléments culturels, vidéos, fragments de cinéma, photographies de cassettes, on y reviendra. Et alors, pour parler justement de cette articulation à travers laquelle, d'emblée et logiquement, nous commençons cette discussion ensemble, lieu, personne, plutôt que personnage pour moi, paysage, portrait, des catégories, des conventions de la représentation. Et on parlait tout à l'heure, nous parlions tout à l'heure dans la salle d'exposition de ces portraits, de ces doubles portraits. Et Anna, comme tu viens de le faire, exprimait sa réserve très intéressante pour nous à l'égard de la pratique du portrait pour elle et de la présence de ce que nous sommes en train d'appeler portrait. Mais alors, une remarque, il ne me semble pas que ce soit des portraits. Du tout. Pour une première raison, nous n'avons pas leur nom. Parce que tu viens de nous parler, évidemment, c'est normal dans la subjectivité de l'artiste et de la photographe qui fait acte de représentation, qui a rencontré ces personnes que nous rencontrons par son entremise et face à une représentation, une image qui est construite. Alors forcément, tu parles depuis cette subjectivité complexe, en tant que personne, avec ton histoire, la première partie de ta vie en Iran, et cette reconnaissance potentielle pour toi, à travers des caractéristiques de personnes qui sont iraniennes. Mais pour ma part, sans imposer du tout ce point de vue, mais tout simplement, dans une première approche, évidemment, comme nous toutes et tous, je vois une personne. Dans sa singularité, je n'ai pas son nom, et donc je rencontre une forme de vie humaine, nous appartenons à la même espèce, elle est donc doublée, cette image. Si on veut garder le terme de portrait pour l'instant, c'est un portrait double.
mais pas dupliqué à la manière d'un Warhol qui multiplierait les mêmes images d'une personne. Ce qui s'instaure dans ces représentations de personnes, c'est un mouvement, une temporalité. L'image, l'œuvre, prend une forme verticale. Donc, on ne peut pas parler véritablement de diptyque, on peut avoir un diptyque vertical, pourquoi pas, mais tu contredis un peu les conventions, y compris les conventions d'un double portrait. Et alors, dans cet écart, moi, dans une première approche, je perçois toutes tes intentions et tes réticences absolument légitimes, éthiques, je dirais, au regard de la pratique du portrait. Puisque nous savons toutes et tous, quel que soit le rapport que nous entretenons à l'image de soi, qui est toujours plus ou moins perturbante, ou très satisfaisante pour les personnes dotées d'un narcissisme exacerbé et qui pratiquent beaucoup d'ailleurs l'autoportrait, etc. Pourquoi pas, hein, ça participe à la construction de soi, c'est pas du tout un commentaire négatif ou critique. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans cette double image, c'est que tu affirmes la présence d'une personne en un lieu et en un moment, et tu contredis, tu tentes déjà de contrecarrer le problème que pose le portrait dans la singularité de l'image, qui n'est qu'une réduction. Nous ne nous reconnaissons pas, ou rarement, dans une image de nous-mêmes, une image singulière, hein, puisque nous sommes une multitude en nous-mêmes. En tout cas, tu ouvres la question de l'altérité, hein, que nous pouvons contenir en nous-mêmes, et de la dimension multifacette, hein, pour le dire simplement. Je ne vais pas aborder des questions psychologiques que je ne maîtrise pas, mais voilà, nous avons déjà deux facettes, deux moments de vie infimes, séparés de quelques secondes, et il ne s'agit pas de créer un mouvement, mais nous sommes dans l'approche de la complexité de toute forme de vie humaine et non humaine. Dans sa personnalité, dans sa complexité, dans sa vie intérieure. Et donc, moi, à chaque regard sur chacune de ces personnes, je les ai regardées plusieurs fois en faisant le tour de l'expo, j'approche l'énigme que nous sommes pour nous-mêmes et pour l'autre, dans la complexité de la personne, ce qui fait sa beauté, de chaque personne, de notre belle communauté si complexe. Et donc, voilà, tu apportes d'emblée une complexité qui nous nourrit beaucoup, puisque l'exposition est conçue dans cet accrochage, avec une grille vraiment constante et en même temps des variations, un rythme qui nous renvoie au rythme de la musique. Cette articulation entre lieu et figure. D'emblée, j'ai pensé lieu commun, figure singulière. Je dois préciser que je cite une exposition qui, pour ma part, m'a beaucoup marqué, dont Jean-François Chevrier était le commissaire, et c'était il y a 30 ans. C'était hier. Et c'est une exposition, d'ailleurs, qui est toujours d'une très grande actualité. Et je vous renvoie au catalogue qui doit être consultable. Et dans cette exposition, Chevrier a dit des choses très importantes sur la photographie, et notamment donc sur le lien entre la représentation d'une personne et d'un lieu. Puisque la pratique de la photographie, par son ontologie même, par la technique, et toute photographe le sait plus que quiconque, participe d'une relation de l'opératrice, la photographe, au lieu dans lequel elle travaille, qu'elle représente. Et donc une expérience personnelle de ce lieu. C'est pas la même chose dans un art où il y a une interprétation par la main, par l'œil, dans la relation de l'œil à la main, le dessin, la peinture, etc. La photographie, par sa force d'objectivité, par son enregistrement du réel, fait que tu es en un lieu. Et en ce lieu, ou proche de ce lieu que tu représentes, à travers notamment des toponymies, hein, dont la principale qui donne son titre à l'exposition, eh bien, il y a ces figures qui composent cette communauté. Excusez-moi, je prends trop de temps pour poser cette problématique, mais finalement, ça pourrait être ma seule intervention de ce soir, parce que c'est ce qui m'a frappé dans l'intelligence de ce que tu nous proposes. Nous rencontrons une communauté
en un lieu, en des lieux qui composent un lieu, un territoire urbanisé, qui est une ville dans la ville et qui est déplacé. Parce qu'il y a vraiment cette question topographique, mais là encore complexe, puisque c'est bien ce que tu es allé chercher, représenter, ce que tu as constaté, et ce qui aussi a remis sans doute en question tes perceptions, ce que tu projetais sur ce fameux Terre Angeles. Nous sommes à Téhéran ou à Los Angeles ? Terre Angeles dit bien que nous sommes dans les deux villes superposées, y compris dans le plan, le cadastrage, et qui renvoie à un quartier de Téhéran. Donc voilà, cette complexité-là de personnes déplacées qui finalement ne poursuivent pas leur mode de vie d'avant la Révolution, mais perpétuent une manière de vie à l'occidental qu'on a pu connaître avant 1979 en Iran, et aux États-Unis qui étaient le référent. L'Empire, ou l'arrogance mondiale, comme disent les mollahs aujourd'hui encore. Par cette beauté des métaphores poétiques, politiques, en l'occurrence, quand on est en Iran, on ne nous dit pas les États-Unis, on dit l'arrogance mondiale. En tout cas, c'est lors d'un voyage d'études que j'ai pu faire là-bas, c'est ce que les traducteurs me restituaient très souvent dans des rencontres avec des mollahs, avec des officiels. L'arrogance mondiale. Et voilà, excusez-moi, je suis trop long, mais pour juste placer ma première impression, parce que je viens de découvrir l'exposition, et de ce que tu nous proposes là, vraiment de la relation des personnes dans leur individualité, leur singularité, à ce lieu d'une complexité absolue, quoi. Où est-on dans ces allers-retours, ces échanges culturels de fascination, d'appropriation et dans la capacité à établir sa vie en un lieu? Je pense que tu as vraiment dit beaucoup de choses. Non, merci, je veux dire, tu t'as facilité, mais en fait, même tu les as dit mieux que moi. D'abord, je suis d'accord avec toi sur la question de portrait. Parce que des fois, même dans la forme classique de portrait, il y en a des photos qui sont plutôt, on peut dire, les moments de vie, qui ne sont pas vraiment les portraits. Et bon, peut-être, comme tu l'as appelé, c'est les formes humaines. Voilà. Finalement, peut-être, il faut le présenter comme ça. Et c'est vrai que portrait, quand même, c'est une définition assez particulière. Il y a une catégorie, donc... Et il y en a, on voit aussi des gens qui sont dans le restaurant ou qui ne sont pas exactement des portraits, mais qui sont des moments de vie, en gros, ou des gens qui étaient dans une salle à écouter un débat politique. Voilà, ce n'est pas du tout vraiment dans le protocole de portrait. Mais par rapport à la question qui ne sont pas des personnages, des personnes... Alors, si tu ne les vois pas, je veux dire, parce que j'ai fait bien mon job, alors si tu n'as pas cette attente de comprendre qu'est-ce que c'est d'être iranienne à partir de ça, parce que pour moi, ça, c'était la question qu'en confrontation avec, notamment être ici, en confrontation avec les institutions, ces questions, ils ont été posées. Je me rappelle, je ne vais pas dire qui, mais une fois, je voudrais montrer mon premier livre à quelqu'un qui était un responsable d'une institution à Rouen. Donc, je prends le train et on m'a pris en rendez-vous. J'étais très contente. Donc, et je lui montre mon premier livre et lui, il me dit, alors, il regarde et dit, alors, mais qu'est-ce qui est iranien dans ta photographie? Ça pouvait être un photographe français qui a fait ça. Et donc, ça m'a confrontée. À l'époque, c'était bouleversant. Mais maintenant, je trouve que les mauvaises questions sont des meilleures pour faire réfléchir, en fait. C'est qu'à l'époque, je suis juste sortie bouleversée de l'endroit et j'ai dit, j'ai fait autant de voyages pour entendre ça, vraiment. Mais en même temps, ça m'a renvoyé sur la question des spectateurs. Parce que mon travail a des spectateurs ou des récepteurs différents. Donc, du coup... Je pose cette question par rapport de qui en fait, avec quelle culture et avec quelle... parce qu'il y a aussi des éléments qui sont, par exemple, notamment quand il y a la question d'archives ou même, par exemple, dans ces représentations de formes humaines,
qui sont très connotés et connus pour les Iraniens, qui sont pas forcément connotés pour les Européens. Donc, c'est quelque chose qui, je pense que forcément, ça revient. Qui regarde, en fait, qui est récepteur de ce travail. Ce qui est ordinaire, est-ce que c'est ordinaire pour moi ou c'est pour les autres aussi? Mais aussi par rapport de la question de double, c'est très justement dit. C'est voilà, une des intentions aussi de doubler ces représentations humaines, c'était que maintenant, oui, il y a un autre terme qui vient, représentation humaine, comme représentation de paysage, d'espace urbain. Donc voilà, c'est que ça devait renvoyer à ça aussi, c'est cette qui est aussi dans le langage de tous les immigrés. On parle toujours de d'ici et là. Et des fois, on dit d'ici et là, et une fois quelqu'un, moi je disais de manière naturelle, si comme tout le monde comprend que d'ici, c'est France, le pays que je vis aujourd'hui, et là, c'est le pays que j'ai quitté. Et finalement, quelqu'un une fois m'a dit, mais où est ici et où est là? C'était pas si clair non plus. Mais donc, du coup, en effet, ça fait ça, et je veux juste ajouter que comme je ne raconte pas un récit, une histoire de personne, peut-être justement cet écart, ce moment blanc qui est entre deux photos, voilà, c'est le moment que ça donne possibilité à cette multitude de récits. Et après, voilà, chacun va raconter son histoire et son récit à partir de justement ce vide qui est là et qui nous interroge d'une manière. C'est intéressant cette notion de portrait, effectivement, le fait que les codes ne soient pas présents. À propos de ces photographies qui sont à côté des paysages urbains. Mais il y a quand même des portraits que tu collectionnes, qui sont des portraits, eux, vraiment fabriqués en tant que tels. Ils sont sur tes collections de cassettes et tes collections de publicités aussi. Et c'est vrai que ces personnages qu'on voit sont tous différents dans leur manière d'apparaître. Et il y a quand même un grand écart entre les photos que tu as prises toi-même et ces portraits que tu as collectés, qui sont stéréotypés dans leur pose, qui appartiennent à un autre monde, qui sont aussi imprimés différemment sur d'autres papiers, qui ne sont pas encadrés, qui sont directement mis au mur, comme des affiches trouvées ou des... voilà, alors ça c'est une cassette. Et cette collection, c'est des... Alors moi, quand j'ai vu les deux images comme ça, comme j'ai un iPhone et que maintenant je vois les choses à travers l'iPhone, je vois le monde à travers mon iPhone. Ouais, en vertical et aussi en live. Donc je voyais l'image live, mais en deux fois. Vous savez, les lives, c'est des images qui s'animent très légèrement, comme ça. Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir la décomposition du live devant moi parce que j'étais déformée par un objet numérique qui m'a montré en fait cette animation tout d'un coup de l'image de la personne qui se déplace, du geste du photographe, un peu du décalage raté qui rend la chose vivante. Et quand on regarde en contraste les publicités des personnes très souriantes ou très sérieuses qui vous disent qu'elles sont médecins, avocats, gynécologues, et que vous pouvez les appeler, et que sur l'autre mur en face, on retrouve des visages aussi, mais là, alors ça c'est les publicités, avec tous ces portraits qui, eux, sont très stéréotypés, qui sont pas animés, au contraire, hein, qui sont très figés dans un sourire éternel presque, immuable. Oui, c'est le code américain, code américain du portrait promotionnel. Voilà, c'est de la photographie commerciale, voilà, qui a une visée. Tu as quand même choisi de faire cohabiter ces personnages dans un même espace, mais tu leur attribues des lieux différents à chaque fois. Oui, c'est très vrai. Mais en même temps, il y en a deux choses dans ce que tu viens de dire que je pense que c'est intéressant. D'abord, c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'ai pas de problème avec les portraits quand ils sont présentés de telle manière, parce que il y en a quand même
je peux dire, il y en a où on était, parce que dans le cas des pochettes de cassettes, on comprend que en fait, c'est pour des fins de séduire, et donc il y a cette image séduisante de chanteur ou chanteuse qui doit nous inviter à écouter la chanson. Donc il y en a un truc, quelque chose de commercial, très bien construit avec les codes de la culture populaire. Dans les cassettes iraniennes, il y en a bien sûr les cultures universelles de pop, qui est, voilà, c'est d'être séduisant, mais en même temps, il y en a, voilà, d'autres, par exemple, c'est marrant, voilà, ça m'aide de dire, par exemple, sur ces pochettes-là, on voit des éléments nostalgiques. L'un, c'est justement le tombeau de poète, Hafez, et il y en a l'autre qui montre des cheminées de pétrole, en fait, d'une raffinerie. Donc voilà, les deux renvoient avec juste un simple geste, quoi, à mon avis, c'est pas même si conscient. Mais c'est pour ça que moi je les ai choisis, parce que ça renvoie à cette image très pop, on voit quelque chose de très profond de la culture iranienne, qu'une fois c'est poésie, mais c'est pas n'importe quelle poésie, c'est Hafez qui est pour moi, c'est que les Iraniens, ils ont un rapport très populaire avec les poésies de Hafez, parce que malgré que ces poèmes sont extrêmement sophistiqués, difficiles à comprendre, mais les Iraniens, avec le minimum d'éducation, connaissent par corps, et le cite, et tout le monde l'interprète de sa manière, et on ne peut pas dire que moi je pense que toutes les interprétations sont bien, et ça c'est vraiment magnifique. Et l'autre qui renvoie à un élément très particulier qui définit la politique de l'Iran, mais aussi la politique de cette région Moyen-Orient, qui est de ces raffineries de pétrole. Mais je soupçonne que dans ce cas, parce que le titre que je vais vous traduire, qui dit genre, c'est une traduction un peu, voilà, fier, c'est que voilà, il y a une fierté parce que le pétrole, à l'époque, notamment avant la révolution de 79, ça apportait de richesses. Et donc, l'Iran était parmi les pays les plus riches à l'époque. Et donc, du coup, il y a une fierté à cette chose qui est justement un peu la source de misère aussi de cette région aujourd'hui. Donc, je voudrais en fait juste dire aussi un autre truc qui vient avec, en fait, vous montrer les doubles pages. C'est qu'il y en a deux rapports différents. C'est ce qui m'intéresse par rapport d'objet livre et objet l'exposition. C'est que dans l'exposition, on voit les portraits qui font dialogue avec les paysages. Donc, dans la première question que tu m'as posée, comment on peut situer ces portraits ou voilà, dans le paysage. Puisque dans le livre, ils sont exclusivement face à des pochettes de cassettes. Et donc, c'est vraiment un autre rapport et une autre histoire. Et ça, je trouve très beau par rapport des possibilités de présentation de travail que chaque espace offre. Oui, je ne veux pas abuser les anecdotes, mais parfois elles sont signifiantes. Mais je voulais juste partager avec vous un petit témoignage en t'écoutant. Et je te l'ai dit tout à l'heure, je suis reconnu là, sur la cassette. Voilà, j'ai vu ces deux lieux, en fait. C'est pas rien, puisque, pour vous dire simplement, j'ai fait un voyage d'études invité par la République islamique, évidemment, dans un moment d'ouverture du pays, si on peut dire, en 2000. Et donc, j'ai vu la tombe d'Hafez, et je veux juste vous dire que j'étais ému vraiment aux larmes en voyant les Iraniennes et Iraniens de toute génération venir poser une rose sur la tombe de Hafez, qui se trouve là, dans un très beau jardin, à Shiraz, qui est une ville elle-même éminemment poétique. Et donc, et ça m'a frappé, je l'avais déjà ressenti auparavant dans différentes villes en Iran, mais la force de la poésie, de la culture iranienne, et qui vit à travers chaque personne du peuple iranien. Hein. La poésie est partout présente, et donc on peut réciter par cœur
On récite par cœur, devant la tombe de Raffès, ses poèmes, et notamment le plus célèbre poème qui est très partagé. Hein. Et puis, alors, juste à côté, donc, comme tu disais, les cheminées de pétrole, qui sont toujours la fierté extrême hein, de la République islamique, hein, puisque, là encore, une petite anecdote, hein, je voulais absolument visiter le musée d'art contemporain. Ils savaient que j'étais invité en tant qu'auteur, que critique d'art, mais j'avais beaucoup de mal à obtenir dans le programme des un peu plus de 2 semaines, quasiment 3 semaines, la possibilité de quelques heures au musée d'art contemporain. Par contre, il y avait une insistance très forte pour que je voie ces fameuses raffineries de pétrole. Il fallait absolument que je les voie. Et moi, j'avais peu d'intérêt. À l'époque, j'étais un peu idiot. Je les ai vus finalement. Mais je dis, oh, écoutez, oui, une raffinerie de pétrole. Mais il fallait absolument que je les voie. Hein, grande fierté. Donc voilà, c'est très signifiant que tu les aies rapprochés et que tu viennes de nous dire l'importance de ces marqueurs hein, d'une culture et qui font l'identité d'un pays. Schématisé avec des codes culturels bien particuliers dans les montages de ces photos. Peut-être on peut d'ailleurs t'interroger sur cette manière, puisque c'est une manière pour toi de travailler en tant que photographe. Hein. On pourrait parler de Rue Engelab, où tu as fait acte de collection et d'archives à travers des publications qui ont suivi immédiatement la Révolution. Et là, tu nous montres une collection de cassettes qui ne prétend pas être exhaustive. J'imagine que ce sont des objets que tu as trouvés, mais tu composes une esthétique. D'ailleurs, on aimerait bien aussi t'entendre nous dire tes décisions, formellement, plastiquement, le placement de la pochette de cassette, du boîtier de cassette, avec cette image verticale, sur ces fonds colorés, avec ces gradations, hein, qui nous permettent de bien les voir, et en même temps, c'est pas seulement un document, hein, il y a une composition. Et puis oui, puis dire tout de même, enfin ça se comprend en les voyant justement au mur, mais que la cassette est très très importante dans la culture quotidienne en Iran. Excusez-moi, je prétends surtout pas apprendre quelque chose à Anna sur son pays. Je l'ai visité trop peu de temps, je suis vraiment pas un spécialiste. Mais ça m'a frappé parce que les cassettes sont vraiment un vecteur de diffusion de la culture, mais aussi de l'idée de liberté, d'émancipation en secret, puisque ce que j'ai vu, moi en tout cas, à plusieurs reprises, dans des zones interlopes ou en tout cas dans des lieux moins surveillés, la nuit, des échanges de cassettes, un peu à l'écart de la ville, sur ces pentes de la montagne, près de cette rivière qui coule avec les néons dans les arbres, là, où on va se détendre le soir, et les échanges de cassettes. Et alors là, quand on interroge des étudiants en art de l'université de Téhéran, qu'est-ce que vous écoutez ? Ils ne vous répondent pas. Ils vous répondent par le contournement, hein, par la peur d'être surveillés. Mais ce qu'ils écoutent, c'est une musique interdite. Hein. Interdite qui vient des États-Unis. Donc vraiment, cette relation à la musique est très forte et différente de celle que l'on pourrait envisager si nous projetions notre rapport à l'objet cassette ici dans une autre culture qui serait la nôtre, européenne, occidentale. Oui, c'est intéressant que tu évoques l'objet de cassette parce qu'en effet, oui, moi j'ai toute ma jeunesse, mon frère, il était fanatique de Pink Floyd, il est toujours, il les suit dans tous les concerts qu'ils font partout aux États-Unis. Et on a une collection de Pink Floyd, voilà, c'est piraté, enregistré sur les cassettes avec son écriture à lui, voilà, qui a noté les albums et toutes les chansons précisément, les dates et tout ça. C'est vraiment, j'adore cette collection piratée de Pink Floyd que je possède aujourd'hui. Mais aussi, cassette a joué un rôle très important dans la révolution de 79. Puisque les discours d'opposition politique, et notamment Ayatollah Khomeini qui était à Paris, arrivaient en cassette. Et à l'époque, il y a une photo justement dans le livre de Rue Engelab, dans le volet, après, je peux dire, le travail artistique et le travail de réappropriation que j'ai absolument voudrais avoir, comme c'est basé sur les images qui viennent des livres que j'ai trouvés.
Cette photo m'a frappée beaucoup parce qu'il y a une scène, en fait, il y avait des maisons où il y avait des groupes d'opposition qui se réunissaient, notamment ce groupe Mojahedin qui était aussi des milices, ils faisaient des combats armés, c'était la seule opposition qui avait en fait savait de faire combat armé. Donc, de temps en temps, ils confisquaient, en fait, ils trouvaient ces maisons-là, ils confisquaient les affaires, et après, il y a des images de propagande de gouvernement pour dire que, voilà, une victoire, on a confisqué les objets de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Alors, il y a armes, il y a en fait des balles. À côté des balles, il y a un livre de Sadr Hedayat, qui est le livre interdit de tous les temps, et une cassette. Donc voilà, la cassette, comme tu as bien remarqué, c'était vraiment, il y a ce rôle de politique, de liberté d'expression qui vient avec. Donc il y a vraiment ce poids sur cet objet. Après, en même temps, il y a un côté, je peux dire, fétichiste avec l'objet de cassette. Parce qu'aujourd'hui, des cassettes, ça n'existe pas. Je pense que les gens de 20 ans, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est cet objet. Ils ne savent pas comment l'écouter. Mais ma génération, quand même, a vécu, malgré que moi, je fais partie de cette génération qui a vu le passage de cassettes, CD, MP3, rapidement, tout ça. Donc, j'aime toujours cette obligation qu'on avait avec cassette d'écouter début jusqu'à la fin. Bon, on pouvait très bien aussi, mais quand même, ça vient avec l'objet, et donc j'ai un rapport quand même assez fétichiste avec cet objet. Et donc, j'ai dit, mais chouette, c'est ce rapport fétichiste avec l'objet qui est aussi, pour moi, c'est cette manière de les présenter, que je les ai donc scannés, et qui a donné cette aura, en fait. Voilà, on voit en fait. C'est l'aura du scan. Oui, mais c'est aussi l'aura d'objets, je peux dire, voilà, de fétiche. Et pour moi, c'était d'abord, ça parlait bien, et en même temps. Le chat. Ah, le chat, oui. Et en même temps, c'était aussi. D'accepter que par rapport de ce rapport fétichiste, on ouvre aussi la porte à parler d'autres cultures. Parce que, par exemple, dans le cas de Ruan Relab, c'était à travers des livres que j'ai parlé de mon travail artistique, parce que c'était la question de livres rares qui viennent d'Iran, qui parlent de... Voilà. Donc, tout d'un coup, par rapport à cet intérêt fétichiste que les amoureux de livres rares, ils avaient, c'était aussi une ouverture à parler d'une autre culture et construire en fait un récit qui est, mon récit, bien sûr, très subjectif, parce qu'il s'agit de mon travail artistique. Et encore, je dis, même si c'est recherche artistique et c'est pas scientifique, je suis pas historien, par exemple. Donc, c'est important à le dire que c'est pour ça que le curseur de subjectivité, c'est assez grand dans mon cas. Et donc, du coup, voilà, les cassettes, ça permettait aussi, encore une fois, cette possibilité à parler de la culture non seulement populaire, mais aussi d'autres choses. Mais je suis assez contente qu'on a parlé des pochettes. Et chaque pochette a vraiment beaucoup d'histoire et ça révèle des choses assez profondes sur la culture. Bah, ce que tu dis, alors moi aussi, évidemment, on est tous enchantés, mais vraiment au sens positif du terme, par les couleurs qui accompagnent l'exposition. C'est des mauves, des camailleux, c'est des couleurs douces, mais elles font rêver aussi. Et je pense qu'il y a un élément d'imaginaire que tu mets en scène en disant, bon, Terre Angeles, c'est une ville fantasmée qui n'existe pas vraiment, c'est l'association de lieux impossibles, mais c'est une utopie aussi. Donc c'est la cassette, c'est le moment où quand on reçoit, mais quand on était ado et que nous aussi on enregistrait les trucs à la radio en dernier moment pour les avoir chez soi, on avait une espèce de fenêtre vers un ailleurs qui passait par
la cassette introuvable du groupe de rock ou qu'on écoutait et qui nous permettait de nous évader aussi par la musique. Et tout cet univers pop qui est créé à travers ces personnages qui sont mis en scène dans des environnements assez attrayants. Voilà, les Lakers, hein, la conjonction entre le rêve américain et le rêve iranien aussi diasporique. Et avec la cassette qui va servir de porte d'entrée, la jaquette aussi et les couleurs qui vont créer cette atmosphère plaisante. Et c'est aussi, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est aussi un rêve d'adolescent. Et je trouve ça très beau, en fait, qu'il y ait ce moment de la vie où on ne sait pas de quoi sera fait demain, qui devient un lieu d'imaginaire pour un ailleurs, quoi. On imagine ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. On a des posters dans sa chambre. Ça, c'est encore aujourd'hui. Il y a toujours cette idée que, par l'image et des figures un peu parfois stéréotypées de stars, on va rêver à quelque chose d'autre, une autre identité, un autre soi, sur une autre musique, celle qu'on n'entend pas au quotidien forcément, quoi. Donc il y a une bande-son du rêve et de l'utopie qui est aussi en scène dans cet espace de Los Angeles. Tu l'as dit, c'est Hollywood. Donc, il y a un gros potentiel cinématographique. Et je vais faire ma prof de français, parce que prof de français un jour, prof de français toujours. Je vais commenter un peu le titre de ton exposition. Ça, c'est le tic de la prof de français. Parce que Soleil of Pershing Square, il y a une faute. Ça devrait être Sun of Pershing Square, si c'était vraiment de l'anglais. Donc, l'oreille française fait pas attention. On entend « Ah bah oui, Soleil of Pershing Square, c'est du franglais. » Nous, on a l'habitude, on mélange tout le temps le français et l'anglais comme ça. Mais c'est vrai que quand tu m'as montré la photographie où ça apparaît, mais c'est pas juste Soleil of Pershing Square. Ça sonne très bien. Il n'y a pas d'hiatus. Mais pourtant, il y a ce mot français qui est en fait un café qui s'appelle Soleil, à côté d'un panneau qui indique Pershing Square. Et donc, tout de suite, tu nous mets dans une fiction dont on ne se rend même pas compte, parce qu'on assimile tout de suite les mots entre eux, la langue. Il y a comme une continuité, en fait. On ne se rend pas compte qu'on rentre dans une fiction. On y est rentré l'air de rien, quoi. Avec, en plus, un habillage coloré qui nous a... comme un narcotique qui nous a emmenés dans cet univers qui est un univers, je pense, qui est politique aussi, parce que c'est un univers d'espoir. Après, tu as dit aussi que c'était un univers nostalgique, comme s'il y avait une disjonction temporelle entre cet espace qu'on aurait voulu créer, et puis qui est en fait juste des bribes que tu reconstitues. J'aimerais bien développer sur cette question des titres, que je trouve très intéressante, parce que c'est bien que tu le dis. En effet, c'est pas du tout qu'est-ce que c'est Soleil of Pershing Square, voilà. Donc pour moi, c'était au départ, c'était lié à mon existence, que je suis j'ai grandi en Iran jusqu'à l'âge de 25 ans, donc j'étais formée. Je ne suis pas quelqu'un qui a immigré à jeune âge, que je peux dire que donc mon rapport avec la langue farsi, c'est profond. Après, j'ai appris tôt anglais parce que apparemment, mes parents pensaient que dès le départ que je ne vais pas vivre en Iran. Ils ont déjà programmé ça, mais que je vais aller comme mon frère a fait aux États-Unis. Et après, bien sûr, j'ai décidé à faire autrement. Et donc, j'ai appris français plus tard pour venir et vivre en France. Et pour venir en France, et après, c'est devenu vivre. Donc, du coup, c'était mon vécu, que maintenant, je parle 3 langues. Je parle tous les 3 avec des fautes. Et je veux dire que je fais mon accent et bien sûr des fautes de grammaire, mais aussi mon farsi a aussi dégradé parce que je ne le pratique pas au quotidien comme je faisais avant. Donc, je suis prise entre ces 3 langues. En même temps, je parle des projets qui sont très spécifiques à ma culture. Et donc, je veux parler de poésie. Donc, il faut le traduire. Sinon, personne ne va comprendre qu'est-ce que c'est.
Donc, encore une fois, il y a cette couche de distance qui vient avec la traduction et qui rend, en fait, même si les traductions sont très bien faites, c'est très fidèle à l'esprit, par exemple, si c'est des paroles d'une chanson populaire à ça, mais en même temps, quand même, il faut dire que ça les modifie, ça devient autre chose, parce que ce qu'on dit... Est-ce que l'amour, c'est la même chose que love ou c'est la même chose que esh en farsi? Non, à mon avis, ce n'est pas du tout la même notion. Donc, c'est vraiment des choses qui ne sont pas traduisibles. Et puis, mais il y a aussi un côté, on peut dire, historique dans cette question d'existence anglais et français dans la culture iranienne. Encore une fois, en fait, comme je pense que je vous ai raconté qu'il y avait, à un moment donné, j'ai compris que le schéma directeur de la ville de Téhéran dans les années 60, ça a été beaucoup inspiré parce que les architectes qui étaient derrière, c'était un architecte iranien, Farman Farmayan, que peut-être vous connaissez, plutôt en fait sa sœur, qui était un artiste plutôt connu en Occident, qui était formé aux Beaux-Arts de Paris. Donc il y avait tout, il n'était pas seul, il y avait en fait tous ces technocrates iraniens formés en France, aux États-Unis, et un architecte américain qui était architecte en gros de Los Angeles, et même on l'appelait mall maker, donc celui qui construit les centres commerciaux. Et donc ce schéma qui était jamais vraiment pour développer tel quel, mais il y en a des traces largement dans la ville, c'était appliqué à la ville de Téhéran, c'est le schéma de la ville de Los Angeles. Donc la présence dans la construction de la ville moderne, parce que Téhéran aussi au départ c'était inspiré par Paris comme ville moderne, mais après ils ont jugé que c'est très dangereux et on va faire des plans américains parce que s'il y a des manifestations et on veut l'arrêter, on va répresser les gens, le plan de Paris c'est très compliqué. Donc on va faire à l'américaine et on va construire les grilles. Et donc dans les années 60, il y en a ce plan américain qui s'impose. Et donc ces deux cultures quand même extrêmement présentes dans l'histoire de la modernité iranienne. Et donc, du coup, pour moi, c'était aussi... c'est tout simplement sorti de la photo. C'était aussi bête que ça. J'ai vu Soleil, Persian Square. J'ai dit, chouette, il y a Soleil of Persian Square. Après, il y en a aussi quelque chose que j'ai remarqué dans tous les projets qui sont... Il y en a pas mal d'autres projets d'autres artistes pendant le confinement qui sont faits en Californie ou au Mexique. Il y a le mot de soleil. Apparemment, pendant le confinement, il nous manquait beaucoup le soleil. On a tous choisi le type de soleil. Mais voilà, pour moi, ça vient tout bêtement de la photo, mais après, ça prend des mesures beaucoup plus profondes, liées à moi, mais aussi liées à l'histoire. Pascal a ouvert le livre à l'image qui est la dernière de l'expo. C'est une image un peu mystérieuse dans l'exposition. Déjà, faut qu'on la regarde à deux fois pour voir ce que ça représente. Et il y a un rayon de soleil, un beau reflet dans l'image, mais elle vient après une photo qui montre des tapis persans, une entreprise de tapis persans. Et là, on croit reconnaître un tapis, mais on n'est pas très sûr. Alors, c'est quoi cette image Alors, ça, c'est une image qui ne devait pas passer à la sélection finale. Je l'ai gardée pour une raison qui est liée à ma pratique artistique. C'est qu'à l'époque, quand j'étais en train de encore travailler sur cette image, j'ai montré ce projet à quelqu'un. Et quand il est arrivé, à l'époque, sélection, ce n'était pas tel quel qu'on voit aujourd'hui. Et quand il est arrivé à cette image, il a dit « Oh, quelle belle photo !» Et j'ai été offendée parce que moi, je ne fais pas de belles photos.
Donc, du coup, c'était pour moi, c'est qu'il y a un problème avec cette photo si elle est belle. Et finalement, j'ai rien dit, mais j'ai regardé cette personne un peu, voilà, des yeux qui questionnent. Et il a dit, et alors, moi, je suis formaliste. Et tout d'un coup, ça m'a un peu libérée par rapport que, d'accord, oui, je construis par un concept, mais je peux aussi, de temps en temps, mettre une belle photo. Et je suis aussi, quelque part, formaliste. Et donc, mais en même temps, il y en avait d'autres éléments dans l'image qui étaient très séduisants pour ne pas le mettre. D'abord, le mot « azad » qu'on voit sur le tapis. Pour moi, quand j'ai vu le tapis, en fait, je l'ai photographié, ça m'a rappelé en fait une carte ou un paysage en fait qu'on voit aérien d'un territoire. Voilà, et azad qui veut dire libre. C'était tout d'un coup très marquant. Et aussi, il y en a dans les pages jaunes, il y a le mot azadi, liberté, qui vient encore. Donc, je pensais que, voilà, que ça va créer des liens. Mais finalement, on voit la ville, et on voit les panneaux publicitaires, et on voit Los Angeles. Mais finalement, c'est à travers... il y a un voile ou un reflet. Donc, voilà, ça nous renvoie aussi à cette question imaginaire, que cette ville que vous voyez, qui est d'abord une ville imaginaire parce que c'était Los Angeles. Qu'est-ce que c'était Los Angeles? Mais aussi même Los Angeles là, ma représentation de Los Angeles qui passe par des images des films américains, qui passe par des images de clips de pop iranienne. Donc pour moi c'était un parfait... En fait, tout brièvement, il disait tout ce qui est le projet. Et aussi, tu m'as dit tout à l'heure une belle chose par rapport des meubles qui sont là, qui sont très, d'une manière, ils sont d'une autre époque. Donc, ça nous aussi questionne, c'est quelle époque ça exactement? Parce que les meubles, ça vient d'une, je ne sais pas, je ne suis pas très bien pour citer, en fait, ça peut être... Mais c'est des méridiennes des années 70. Voilà, probablement. 60. En tout cas, ça me rappelle aussi de encore... quand je vois quelque chose dans les intérieurs des gens de diaspora, que le temps est arrêté, et je disais que, par exemple, j'ai eu cette vécu chez mes parents, qu'il y avait une fenêtre... donc, je voyais, c'est justement cette unité de quartier qui est très spécifique à des villes américaines. On voit des quartiers, des maisons comme ça, des petites jolies maisons, et après, on doit prendre la route pour aller dans un endroit où tous les en fait, commerces sont groupés. C'est vraiment résidentiel, commercial aussi. Et à l'intérieur, quand je regardais, c'était l'Iran des années... Voilà. L'Iran des années, on peut dire c'était 80, donc c'était vraiment cet écart qui aussi dans la maison de pas mal de gens de diaspora, ça me marquait beaucoup. À l'intérieur, c'est une chose, et l'extérieur, c'est autre chose. Et là, c'était aussi encore cet écart avec le meuble qui fait très ancien, on dirait que c'est vieux, et le tapis que tu disais, tu sais même pas... franchement, moi je pense que c'est stylé, vieux, mais peut-être c'est un vieux tapis, je sais pas. Oui, en fait, on a l'impression, on n'arrive pas à savoir si c'est un tapis qui serait vraiment très très usé, ou bien si c'est en fait un motif qui est un nouveau style de tapis persan. C'est-à-dire que le tapis persan, on a des motifs traditionnels qui nous viennent à l'esprit, et là, c'est comme s'ils avaient été tout mélangés, tout blurred, flouté, et qui est plus que des couleurs pixelisées, je sais pas. Donc une version moderne quoi du tapis persan. Oui, ça rejoint parfaitement à cette architecture citadelle, qui est une imitation de l'architecture assyrienne de certaines époques. Mais c'est tout neuf. Et là, on ne sait pas, peut-être c'est neuf, mais vieux. Ça va donner l'impression que c'est vieux. Donc, c'est aussi question qu'on va trouver son aspect originel. Donc, les Iraniens qui sont en diaspora, ils s'appellent, et tout de suite même, on n'est pas des Iraniennes, on est des Perses. Parce qu'on va rejoindre cette chose, cette époque qu'on pense qu'on était beaucoup plus originel. Je veux dire, on était des vrais Iraniennes, malgré que Perse, quand on étudie aujourd'hui le territoire, c'était un territoire grand qui accueillait et qui avait beaucoup de cultures différentes. Donc, c'était vraiment d'une hybridité magnifique.
et qui fait que la culture iranienne, c'est très hybride aujourd'hui. Donc, du coup, ça renvoie absolument pas à quelque chose pour très défini, mais ça renvoie justement à plein de possibilités. Ouais, je voudrais juste faire un petit parallèle entre cette image finale et la bande-son, parce que la bande-son qui est travaillée par Post California, qui porte bien son nom, hein, c'est Après la Californie, et on reconnaît pas les mélodies originelles que tu as confiées pour faire ce remix. Donc ce qu'on entend, c'est des échos, des spectres, des rythmes, mais l'origine, elle a complètement disparu dans le son. Et là, c'est pareil, dans l'image, en fait, on ne peut pas percevoir, ça reste de l'ordre de l'indice, voilà, invisible, indéchiffrable, on dirait plutôt, en tout cas, illisible, inaudible, en tout cas pas distinct. Et ça reste quand même, tu construis cet entre-deux, hein, de la temporalité dans les images, dans les rythmes aussi, dans la bande-son, et même pour les illettrés en farsi que majoritairement nous sommes. On ne perçoit pas non plus tous les messages que toi tu décryptes. Donc il reste il y a une part irréductible d'un temps inaccessible, de quelque chose ou d'un sens aussi qui va être d'une image qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas vraiment toucher. Et je pense que finir avec cette image qui est finalement cryptique aussi comme une ruine, mais moderne, ça décrit assez bien aussi, il me semble, une partie du projet, en tout cas une traversée du projet. Ah oui. Non, je suis très inspiré en vous écoutant, puisqu'on a vu la même chose et pas la même chose en même temps. Et j'ai vu beaucoup de choses que tu décris très très bien. Donc, bien sûr, donc, il ne s'agit pas de te contredire, mais de continuer en étant inspiré par ce que tu viens de dire. Parce que, d'une part, moi-même, à la surprise de Anna tout à l'heure, et j'ai cru un instant lui déplaire, j'ai dit « c'est beau ». Et donc, dans notre échange, là, nous partageons quelque chose de très important sur la photographie et la photographie aujourd'hui, que nous partageons grâce à Gwyn Segal. Puisque, dans un premier temps, je n'ai pas reconnu une référence. Hein, j'ai bien tout de suite compris que c'était Anna Darabi, l'autrice de cette image. Mais en même temps, plus on la décrit, on produit de l'ekphrasis, de la description d'une image par les mots, et plus je la regarde, et plus je vois aussi un hommage involontaire, mais en même temps, comme ça, des rémanences mémorielles pour la photographe. Toute photographe entretient à son médium, à l'histoire de son médium, un rapport très, très intense. Hein, qui plus est, toi, tu es une chercheuse. Et donc, j'y vois aussi une forme d'hommage peut-être involontaire, sûrement involontaire, à des grands moments de photographie, de street photography aux États-Unis. Ce serait presque un hommage à Saul Leiter, ce qui serait modestement de ma part un hommage que je te ferais en disant ça, parce que c'est sans hésiter, véritablement, et je suis très sobre, un hommage à Saul Leiter au même niveau que Saul Leiter. C'est une image extraordinaire. Et quand j'ai dit c'est beau, c'est parce que mon œil était séduit par la lumière solaire. Je crois que ça nous rassemble beaucoup, hein, avec les chats aussi, hein, de chercher le soleil avec les lézards, de chercher le soleil et d'y être heureuse. Et donc cette image, elle est très forte parce que beaucoup de la photographie, de son histoire, de ses couches d'histoire s'exprime à cette surface, puisque elle est documentaire, elle représente un lieu, mais un lieu en un lieu. Alors là, on est dans l'hétérotopie foucaldienne à nouveau, un lieu s'inscrivant sur un lieu, puisque c'est un reflet qui fait passer cette projection de l'ombre de la ville. Hein. Donc c'est très très fort. Hein. C'est à la fois une cartographie et une sorte de chimère de la ville, ou son envers. Et là, on passerait plutôt du côté du roman noir ou d'un certain registre dans le cinéma américain où on bascule dans la nuit.
dans l'obscurité, dans les tréfonds, dans les bas-fonds de la société, dans les tréfonds de l'âme, etc., etc. Donc beaucoup de choses à dire. Mais je pense, prosaïquement, moi j'ai perçu bien sûr ce dos de tapis. Moi j'avais l'impression que c'était un dos de tapis qui nous proposait une nouvelle image avec cette projection de l'ombre de la ville. Mais ces bancs, c'est aussi, c'est un peu l'idée du palais qu'on reconstruit chez soi, hein, dans la privaticité et où on recrée sa culture pour y être bien et heureuse. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette image avec un chromatisme homogène. C'est très fort. Et alors, ça nous amène, à travers tout ce que tu nous as dit, et ce que tu nous as dit, Magali, aussi au sentiment. Parce que, très sobrement, discrètement, sans effet démonstratif, tu nous proposes une exposition d'une grande complexité par les paradoxes qu'elle instaure. C'est-à-dire que tu transgresses beaucoup de tabous. Toi-même, tu as transgressé ce tabou de produire de la beauté, d'assumer de produire de la beauté, d'être une créatrice de beauté, en plus de connaissances sur une ville, sur un territoire urbanisé, sur ces couches de culture, d'histoire qui s'y entremêlent et qui en composent la vitalité au quotidien. Donc tu es vraiment dans une actualisation d'un portrait de ville. Hein. Mais il y a cette question de la sentimentalité. Tu as parlé de nostalgie. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie. Oui, tu vas nous le dire beaucoup mieux que nous parce que nous avons un rapport à la culture iranienne qui passe beaucoup par le cinéma, mais il faut bien se souvenir toujours que le cinéma iranien que nous adorons, enfin que nous sommes nombreux, je pense, à beaucoup aimer, et que nous voyons ici, nous l'oublions souvent, le fait d'un contournement de la censure. Il exprime pour les plus subtils des cinéastes iraniens le fait qu'il y a censure et qu'elle est intégrée dans le discours visuel de l'hymne. Bref, je voulais arriver à cette sentimentalité qui n'est pas péjorative de ma part, au contraire, hein. J'assume d'être sentimental. Les chansons auxquelles tu nous donnes accès, notamment avec ces fragments de cinéma qui sont pré-révolutionnaires, nous amènent quelque chose, et là je ne veux surtout pas être essentialisant, hein, mais quand même, tu nous amènes par l'écoute de ces chansons à quelque chose qui est intrinsèque, là encore, à la culture iranienne, qui est donc importée et recréée à Los Angeles. Quelle était la décision? Parce que ça prend une place importante. Ça nous accueille dans l'expo, ces images et ces sons, ces images mouvantes, je veux dire, hein, ces vidéos. Je pense que tu as fait un point intéressant sur la connaissance qu'on a de cinéma iranien. Je dois dire qu'en effet, je pense que le cinéma qu'on voit notamment diffusé en Europe aujourd'hui, de cinéma, c'est cinéma actuel, mais aussi c'est post-révolutionnaire. Donc on a une vision de l'Iran, souvent, qui vient de ce cinéma et il y avait en fait une tradition de cinéma avant la révolution iranienne. Et récemment, il y avait un film que j'ai oublié, c'est vraiment, j'ai une mauvaise mémoire malheureusement, qui est en fait un film que même moi je ne connaissais pas, d'un cinéaste avant la Révolution qui était perdu. En fait, le cinéaste l'a perdu les roches, et après, il le trouve, ses enfants le trouvent dans une boutique d'antiquité, des objets seconde main, et que ça a été restauré, ça a été montré, que ça parle justement de ce moment de fin du 19e en Iran, et le basculement, comme on voit comment en fait dans une famille aristocrate qui est en fait en train de... voilà, bref, c'est vraiment beaucoup de bonnes choses qu'on n'a pas vues encore, je pense, que de cinéma iranien qui date d'avant la Révolution. Et ces films, notamment, c'est intéressant d'en parler parce que la musique populaire, déjà, c'était introduit au public iranien à travers de ces films-là, qu'un critique cinéma iranien les a nommés films farsi, parce que c'est un style de cinéma populaire, qu'ils ont des scénarios très simples, toujours des questions, des histoires d'amour. Et souvent, c'est la question de... Ou, en fait, la musique populaire aussi, c'est très intéressant. C'est question d'un homme, de garçon qui est de classe populaire, donc de prolétaire, et qui tombe amoureux
de cette fille qui est de classe bourgeoise. Donc vraiment, c'est la confrontation de deux classes de bourgeoisie et prolétaire. Et cette impossibilité de l'amour, et en même temps, la musique pop, c'est l'accessoire à parler de cet amour. Et alors que la musique pop était aussi très prise par justement, il y avait deux sortes de musique pop. Il y avait musique pop et populaire qu'on appelle Mardomi. Pop, c'était la musique qui était faite avec des bons enregistrements, des bons poètes, avec les chanteurs qui étaient des stars et qui s'habillaient en tenue, on peut dire, européenne et qui étaient chantés dans les discos ou cabarets, pas cabarets, mais dans le nightclub de quartiers riches. Et après, il y avait musique Mardomi qu'on peut traduire populaire, parce que c'est un peu confusion, on dit pop ici, c'est populaire aussi, mais c'était vraiment deux termes différents. En Iran, c'est pop et Mardomi, donc c'est pop et populaire, qui appartiennent à cette culture populaire, et c'était joué dans les cabarets de sud de Téhéran, et c'était la musique qui était encore pire que la musique pop. Et donc, ces films, pour moi, d'abord, ça parle parfaitement de ça, parce que même si on ne comprend pas les paroles, en regardant les images qui sont extraits des films, on comprend très bien. Ça suffit de regarder le truc de début jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire. Et on voit la tension, on voit beaucoup plus d'éléments aussi qui sont importants dans la musique, dans la culture populaire, par exemple, la présence de la mer Caspienne, parce que c'est bon, si je veux parler pourquoi, ça va durer encore. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant. C'était aussi intéressant pour moi de redécouvrir ce cinéma que j'ai méprisé aussi tout simplement, tout bêtement, comme la musique populaire, parce que c'était pas assez intellectuel. Et que finalement, encore une fois, ils ont des éléments vraiment intéressant sur la culture, et encore cette notion d'intimité culturelle que moi j'ai appris en fait à travers du livre de Farzaneh Hemossi, avec qui je fais un entretien dans le livre. Et c'est un terme qui est aussi proposé par un anthropologue américain, Michael Hartsfield, qui parle de ces éléments de gènes dans chaque culture, que nous, on va dire que ça ne nous appartient pas. Par exemple, lui, il donne l'exemple des Grecs, et avec cette histoire de casser les assiettes derrière eux, que les Grecs, aujourd'hui, ils le méprisent, et il dit que c'est désuet, c'est pas moderne, c'est une attitude... on utilise aussi le mot un peu... pas civil, c'est désuet, c'est pas moderne. Et c'est quelque chose que quand même cette musique populaire aussi porte, ou ces films, ils portent sur eux. Mais finalement, pourquoi ça nous gêne? Et c'est ça qui est intéressant. Quand on met le doigt sur ce moment de gêne, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a vraiment... en fait, la recherche, la thèse de création que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, ça aussi parle de qu'est-ce qui est le gène, et ça, à l'arrivée, ça, plupart du temps, que ça soit sur la question de musique, que la révolution, qu'à la ville, ça arrive à la question de modernité. Et ça, pour moi, c'était très intéressant. Comment on cherche toujours les problèmes, par exemple, politiques, dans les structures ou les institutions politiques ou les structures politiques. Mais finalement, non, c'est tout simplement, c'est caché. En fait, ça vient de la base. En fait, c'est là. C'est que ça devient possible justement parce qu'il est déjà là. Et ça suffit de regarder en fait ces objets qui en fait introduisent ça de manière des fois même si claire qu'on refuse à regarder en fait. Je vais devoir peut-être bientôt partir, mais peut-être que je peux être remplacée par le public qui va poser des questions, à qui je vais donner mon micro, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolée, je dois travailler. Moi, j'aimerais bien juste, si tu me permets, à terminer avec une citation parce que c'est tellement parfait que je ne peux pas m'empêcher. C'est de Bernard Ourcade, qui est un géographe spécialisé en Iran. Et
cet homme, non seulement a fait des recherches intéressantes sur la ville de Téhéran, mais aussi il a une compréhension très profonde d'Iran que moi j'ai vu rarement, non seulement, je ne veux pas dire chez les Européens, mais aussi chez les Iraniens. Donc il a dit une chose, parce qu'il fait illusion dans ces textes par rapport de Los Angeles, mais il n'a jamais révélé vraiment pourquoi, jusqu'à récemment j'ai compris pourquoi. Mais il a dit ça dans une revue qu'ils ont publiée avec Ian Richard sur Téhéran. Donc il dit la révolution islamique est partie de Rome, a éclaté à Tabriz, s'est consolidée à Isfahan et Mashhad, mais elle est née à Téhéran. La ville occidentalisée, la cité de la frime et du fric, aux antipodes de la douceur persane, le Téhéran Los Angeles était un formidable champ de bataille social où les mythes de la réussite sociale ont accouché d'une nouvelle idéologie islamique. Pour se remettre de ce choc, ils n'ont pas vraiment voulu. Les Téhéranais s'enferment à nouveau dans leur jardin intérieur. Donc voilà, je pense que c'est bien dit. Merci. Merci à vous, bravo. Merci à vous deux avec les bonnes questions. Moi aussi. Désolée. Merci, je vous laisse avec grand regret. Je laisse le micro à Jérôme. Merci de cet accueil et de cette discussion. Merci à toi. À bientôt. Si vous avez des questions, je vous fais passer le micro. Alors, c'est une question pour toi, Anna. Est-ce que tu avais un choix difficile à un moment donné à faire entre une photographie que tu aurais qualifiée d'esthétique ou formaliste, pour citer ce que tu as dit, et la photographie documentaire? Et est-ce que tu arrives quand même, du coup, à l'introduire? Je sais pas, je pensais par exemple au montage vidéo où il y a les plans qui passent au ralenti, où je m'étais dit, ah tiens, ça c'est l'ouverture pour passer vers quelque chose de pictural, mais c'est personnel comme impression. Du coup, je me suis dit, comment le choix s'est fait? Est-ce qu'il y avait un choix à faire ou pas? Oui, j'avais en fait mes doutes, et même par rapport au traitement que j'ai donné à des cassettes, parce que les couleurs, ça évoque aussi les couleurs qu'on voit souvent dans les clips, ces couleurs très fortes, lumineux. Donc, mais finalement, je pense que dans le contexte, en tout cas, de ce projet, pour moi, c'est justifié pourquoi je les utilise. Peut-être, en fait, d'une manière, je peux dire que je ne les ai pas utilisés parce que, tout simplement, ce sont juste des belles images. En même temps, il n'y a pas de problème avec de belles images. Donc, mais dans le contexte, en fait, de ce travail, c'était vraiment décidé de manière très consciente. Et pourquoi j'utilise ces images-là? Pourquoi c'est, en fait, j'aime bien le terme pictural par rapport des images de clips, parce que ça apporte chacun quelque chose, en fait, qui aide pour la compréhension et à entrer dans le projet plus profondément. Donc, mais c'est vrai que oui, je me pose beaucoup de la question, et quand je fais des photos de la ville, donc du coup, je adopte toujours des protocoles assez stricts. Et je viens comprendre ça récemment parce que j'ai aussi, du coup, pour la recherche, je dois écrire, et que l'écriture, c'est pas du tout ma pratique, et je souffre énormément. Et donc, j'ai compris que finalement, quand je fais des projets artistiques, j'ai des protocoles et des décisions que je connais d'avance. Et après, je suis pas ce genre par exemple, mon rapport avec la photographie, c'est pas d'aller dans la ville et prendre des photos et après décider. Non, je sais qu'est-ce que je veux et je cherche ça dans la ville et je construis en gros mon décor à travers. Et plus qu'écriture, ça se fait pas du tout comme ça. Donc oui, en effet, c'est très conscient en fait ces choix. J'ai deux choses à dire encore. On peut continuer nos échanges, hein, mais il faut qu'on parle du livre un peu. Parce que cette exposition, ce livre fait partie de l'exposition à tout point de vue. Il l'accompagne, mais il en fait partie dans le dispositif. Et on avait envie de vous entendre un petit peu sur les décisions, parce que voilà, nous avons la chance d'être assemblés par un centre d'art qui est éditeur
également, et qui fait un très très beau travail d'édition photographique, et qui nous offre là, avec ce livre de Anna Darabi, un très bel objet, qui est une autre manière complémentaire à l'exposition, qui ne s'y superpose pas, qui est complémentaire, d'approcher ce qu'elle nous propose dans la tentative de comprendre cette complexité d'un lieu dans un lieu et d'une culture déplacée, réinventée, qui perdure et en même temps qui se modifie du fait de cette décontextualisation, recontextualisation. Bon, on a évoqué tout ça. Mais d'ailleurs, la couverture du livre, j'imagine, est un peu informée par les pochettes de cassettes. En tout cas, elle a une forme graphique très forte. J'étais juste curieux de vous entendre sur ces décisions de mise en forme, de graphisme pour ce bel objet livre. Je pense que la couverture, la première chose, c'est en dehors des couleurs, c'est déjà le plastique, qui est le plastique des cassettes aussi. Donc en fait, tout ça, tous les matériaux du livre, en fait, ils ont un sens, que ce soit les pages jaunes qu'on retrouve, enfin, tout ça, il y a vraiment une sensibilité à tous ces détails en fait, qui en font un objet vraiment singulier, parce que je crois qu'Anna fait vraiment partie de, j'allais dire une génération, mais c'est pas une génération, c'est une sorte d'artiste qui en fait travaille pour le livre. En fait, je pense que c'est vraiment ta première intention artistique, ta première pensée, elle va au livre. C'est pour ça que moi j'ai jamais eu aucun doute que le livre soit très beau, donc on est très content de ce livre. J'aimerais bien aussi ajouter que la graphiste qui a fait, je ne peux pas prendre crédit pour la couverture, Myriam Barchecha, elle est en fait elle fait partie de groupe des gens qui ont un label de musique qui s'appelle Anyway, qui par ailleurs collaboré avec vous, coédité la cassette. Donc, et cette esthétique, c'est plutôt son esthétique qui est fait pour justement les pochettes de vinyle. Et donc, en effet, c'est beaucoup de références à la musique là. Oui, et comme les pages du clip, en fait, il y a des pages qui sont imprimées sur un papier super brillant. Bah, c'était justement aussi pour retrouver cet esprit de l'écran vidéo, de l'écran d'internet où on peut voir tous ces clips vidéo en fait. Ah oui, excusez-moi, je parle trop par anecdote, mais j'ai un peu envie de partager ça avec vous, mais parce que ces 20 jours en Iran m'ont marqué pour toute la vie, vous l'aurez compris. J'ai hâte d'y retourner un jour. Mais juste cette impression très forte dans les chambres d'hôtel, dans les différentes villes où j'ai pu séjourner, du regard, voilà, quand on est dans un pays étranger, on tente d'approcher la culture par l'image télévisuelle notamment, ou en tout cas on le faisait dans le passé, et peut-être encore aujourd'hui. Mais les images télévisuelles que j'ai pu voir en Iran étaient donc en 2000 d'une autre époque, que je n'avais jamais vécu. Il ne s'agissait pas de les placer dans le passé. Mais qu'elles soient musicales, clips musicales, ou propagandistes, ou publicitaires, elles étaient très chromo, avec des couleurs très saturées. Et alors, du pur art vidéo, il faut que je retrouve les cassettes H8 que j'ai filmées pendant des heures face à l'écran télé des chambres d'hôtel, mais dans une temporalité super intelligente, très très ralentie, pas lente, en tout cas pas excessivement lente, mais qui nous emmène dans un espace de l'imaginaire qu'on a beaucoup évoqué ce soir de plein de manières, qui nous emmène dans une poétique à travers des images pourtant que certains qualifieraient, et je bannis ce mot de mes usages, donc je le cite avec plein de guillemets, kitsch, puisqu'on sait bien que le mot kitsch est très méprisant socioculturellement et veut dire peu de choses, ou alors on joue avec, et là on peut le faire. Mais c'est pas kitsch du tout, mais c'est chromo. Et ça exprime cette sentimentalité encore d'une autre manière. Et d'une autre façon, donc, on retrouve un peu ça dans ces clips musicaux, par l'excès des couleurs, la franchise des couleurs, voilà. C'est complexe, parce qu'on ne parle pas d'une culture, on parle d'une culture en fait hybridée, réhybridée, et donc très riche et vivante, à travers ces allers-retours que tu nous proposes depuis Los Angeles. Parce que c'est bien ça, la question quand même très troublante toute la soirée dans cette expo et dans ce livre.
Nous regardons Los Angeles, nous regardons Téhéran à Los Angeles, soit, mais nous regardons un aspect de Los Angeles. Donc dans l'histoire de la photographie documentaire et des topographics, des suites des topographics, tu nous offres vraiment un morceau dont nous n'avons pas fini de faire le tour théoriquement, parce que c'est très très riche, cette exposition et ce livre, ce projet, dans tout ce que tu nous amènes à aborder. C'est-à-dire très nouveau aussi, c'est-à-dire très singulier. Je me permets de le dire sobrement, mais dans un constat d'une évidence pour moi, ce que tu nous proposes est très original. Voilà. Merci. On n'a pas vu un espace, un territoire urbanisé représenté de cette manière-là jusqu'à ton travail. On ne peut pas le comparer à d'autres. Il est unique. En tout cas, tu viens m'apprendre quelque chose par rapport aux vidéos que j'ai fait à partir de ces trucs de clips. C'est vrai que j'ai complètement oublié cette histoire de télé iranienne et d'où... et je l'ai pas du tout fait en référence avec la télé, mais c'est vrai que... oui, incroyable en fait comment l'inconscient marche dans cette affaire. Et oui, maintenant je vais aller regarder les émissions de télé iraniennes à nouveau. Et en effet, il y a une culture, en fait, des couleurs saturées, de kitsch. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand on est en Iran, on essaie de ne pas regarder la télé iranienne parce que, mais quand même, on regarde. Il y en a des émissions, par exemple, notamment satiriques, que tout le monde regarde. Il y a quand même. Mais c'est incroyable. Si jamais tu as trouvé ces images que tu as enregistrées, j'aimerais bien le voir. En fait. Moi, j'ai pas fait ce voyage en Iran, donc j'ai pas cette référence. Mais moi, ça m'avait fait plutôt l'effet inverse. C'est que j'ai l'impression, en voyant ces images, que justement cette musique pop était la première musique mondialisée et que dans ces images, je retrouvais des photos des années 80. De musique de variété française, en France on appelle ça variété. Par exemple, là j'ai l'impression de voir le clip de Stéphanie de Monaco. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais oui, ce que je trouve assez marrant, c'est vraiment que c'est la première musique mondialisée, et c'est la connexion avec la cassette aussi qui a permis ça, et bien avant Internet, qui a permis que cette musique voyage dans le monde entier, avec la radio évidemment. Au-delà des interdits, parce que dans le contexte iranien, c'est au-delà des interdits. Il y a beaucoup de transgressions, comme on l'aura compris, dans la culture populaire ou savante iranienne. Des transgressions qui s'expriment de différentes manières, par nécessité, et ce qui fait aussi la vitalité et la richesse fascinante de la culture contemporaine iranienne post-révolutionnaire. Pour nous, sans être dans le cliché, enfin en étant sobre dans cette approche-là. Mais... ça, c'est frappant. Et j'ai juste envie de partager encore une anecdote, je suis terrible, mais ça m'a beaucoup frappé. Je garde ces images-là dans ma mémoire pour toujours. J'étais très, très ému à Shiraz, à Ispahan, au moment du coucher du soleil, d'observer tous les soirs des couples, des familles, donc de classe populaire, sur leur moto. Puisque les extraits de clips cinématographiques que tu nous proposes dans l'exposition montrent des balades de couples romantiques qui se déchirent, enfin des histoires d'amour, évidemment, toujours... bref. Et alors j'étais très ému de voir... l'élégance, la délicatesse, la subtilité de l'expression des sentiments, de l'attachement, de l'amour entre les êtres. On ne voit pas ça du tout par chez nous, je pense. Ou alors peut-être encore avec les adolescents qui ont ce courage-là et cette sincérité-là. Mais on ne s'y attend pas quand on va en Iran, avec tous les stéréotypes et les clichés qu'on nous a balancés sur l'Iran, ou qu'on produit nous-mêmes. Et tous les soirs, au coucher du soleil, je voyais ces couples, ces familles, c'est-à-dire un couple, ou alors 3, 4 personnes sur une même moto, passer en roulant très doucement, et dans la sobriété de ce qui est interdit, autorisé, permis, l'expression de l'amour
et de l'attachement entre les êtres. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est-à-dire que c'est aussi une manière, très certainement, d'être libre, de pouvoir exprimer ça. C'est vraiment, par rapport de l'histoire de Moto et justement sa présence dans ces films très populaires et même encore aujourd'hui dans le cinéma iranien. Je pense que vraiment le Moto, justement, d'abord, il présente une classe sociale particulière qui est populaire. Mais aussi, la question de liberté, c'est très bien dit, parce que c'est le mouvement. Et aussi, quand on est sur le moto, tout simplement, on a le vent dans les chevaux. Donc, ça nous permet aussi de sentir une certaine liberté qui est, en effet, je pense que c'est une observation qui est juste, qui est quand même, c'est un espace de liberté. Et aussi, j'ai pensé... aussi, des taxis, maintenant qu'on parle en fait de ça, c'est que quand je vivais en Iran, en fait, on parle souvent de cette dualité de l'espace intérieur et extérieur en Iran, comme quoi à l'intérieur, on vit de manière séculaire et à l'extérieur, on est limité par les politiques étatiques. Que pour moi, cette notion noir et blanc, c'est exagéré et je trouve que non, l'intérieur porte bien des signes aussi de l'extérieur, donc il ne faut pas. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'était quand on était, par rapport à l'anecdote, c'est que quand on était jeune, les taxis, ça restait un peu des lieux entre deux. Qu'on nous faisait nos petites désobéissances sociales. Par exemple, embrasser son copain dans le taxi pour d'abord provocation, parce que quand tu es jeune, tu aimes bien faire ça. Mais aussi, ou quand il y a la musique populaire qui passe dans le taxi, danser. Et donc, tous ces interdits, que tu as évoqué la question de moto, mais c'est aussi de ce truc en circulation. Et peut-être tout ce cinéma iranien qui est aussi construit sur la question de mouvement et qu'on voit des choses en mouvement. Mais donc, il y a aussi beaucoup de parler de circulation, non seulement des objets et des cultures, mais aussi quand c'est lié de en fait, transport, ça devient des endroits intermédiaires, et des endroits où il y a une possibilité de s'exprimer autrement. Oui, non, mais en effet, c'est intéressant. Je vous propose qu'on peut poursuivre la discussion, si vous voulez, individuellement. On va aller dans la verrière du centre d'art. On peut boire un verre et puis discuter d'un à un. Voilà. Ou autre chose. Hein.